sommes à Reims, dans le pays du champagne. Eh oui, ce n'est pas rien. D'ailleurs, on a bu un peu de champagne avant de faire cette interview, Oui. pour nous mettre en condition, ce qui est Absolument. normal. Je veux dire, on ne peut pas être à Reims et pas boire du champagne. Et en fait, je ne te connaissais pas encore il y a quelques heures. On m'a parlé de toi alors qu'on était sur un trottoir. Et j'ai eu envie de te rencontrer et t'as répondu oui. Oui, instantanément, oui. Donc on y est. Et alors je pourrais même pas reprononcer. En fait, la personne qui me parlait de toi me parlait du Kitaoming. Kitaoming. Alors j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne m'étonne pas. C'est une pratique, c'est un ensemble de pratiques énergétiques qui sont des dérivés du shiatsu et qui vont permettre à l'humain d'être accompagné dans la globalité de son être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous travaillons en Kitaoming, tout l'être est pris en considération, tous les aspects de l'être. Et ce sont des pratiques qui vont permettre de replacer la personne dans l'axe de son chemin de vie, en résonance avec le plan de son âme, de son incarnation. Ce qui fait qu'on va passer à travers une approche du corps, puisque la conscience habite la matière. On va venir toucher le corps pour aller rencontrer ce qui est inscrit dans la matière, à la fois dans ce qui concerne le vécu de l'humain, mais aussi dans son aspiration spirituelle et dans sa destinée spirituelle quelque part, au cœur de cette vie-ci, ici et maintenant. Voilà. Comment tu passes par le corps ? Quelle forme ça prend ? C'est une forme de digitoponcture qui permet de faire un travail de rééquilibrage et de réharmonisation de toute la circulation des énergies dans l'intégralité du corps. Et ensuite, nous avons des pratiques complémentaires, dont une qui est très intéressante pour l'homme d'aujourd'hui, l'humain d'aujourd'hui, dans son présent, tourné vers son futur, mais aussi tout habité de mémoire du passé. Ce sont des pratiques de libération de l'émotionnel qui nous permettent effectivement de dégager la personne, les personnes, de ce qui est mémorisé en elles émotionnellement parlant, à la fois dans le présent de sa vie, mais aussi en résonance avec ce qui était inscrit en mémoire. Et là, on peut parler de mémoire cellulaire. Donc j'arrive à visualiser, alors là on parle de séances individuelles par exemple ? Toujours. D'accord, donc toujours en individuel. Toujours en individuel, parce que véritablement, la rencontre se fait vraiment, je dirais presque d'âme à âme, puisque quelque part, le moteur est souvent celui de l'âme, même si la personne n'en a pas toujours conscience. C'est quand même cette inspiration qui la pousse à venir recevoir un soin de ce type qui fait qu'on va aller véritablement rencontrer la personne dans son intime, c'est-à-dire là où elle se trouve être en difficulté, en déséquilibre, en disharmonie dans un aspect de sa vie et dont le corps manifeste l'expression. Donc nous faisons le lien entre ce qui se passe dans le présent pour permettre à la personne de développer une compréhension de qui elle est dans l'instant, avec l'événementiel qui lui appartient dans le moment, mais qui, 99 fois sur 100, si ce n'est pas 100%, entre en résonance avec quelque chose qui est mémorisé, quelquefois au niveau de l'inconscient, au niveau cellulaire. Voilà. Donc c'est remettre tout ça en lien pour que ça recommunique en fait et permettre à la matière de pouvoir se libérer de tout ce qui est inscrit sous forme de contraintes, de limites, d'obligations, de blessures, d'enfermement, mais de ça souffrance. passe par la parole à un moment ou Ça passe par la parole dans un premier temps, bien sûr. Il y a un temps de rencontre. Okay. Mais comment je dirais bien, ce n'est pas une nécessité absolue parce qu'on peut très très bien imaginer une personne qui vienne parce qu'elle est en inconfort. Alors inconfort physique, inconfort émotionnel, inconfort psychique.
et puis au cœur de situations de sa vie, qui viennent simplement pour ça et qui se posent sur la table et sur laquelle on va pouvoir travailler de la même manière. Puisque l'être qui vient dans une problématique du présent arrive avec la globalité de son être qui appartient à tous les temps. Et tous les temps sont inscrits là, ici et maintenant, ce qui fait que quelque part, la valeur temps n'existe plus. Au cœur de cet espace, tous les temps se rencontrent. Et c'est cela qui est à l'œuvre et c'est cela qui est en train de s'exprimer dans la vie de la personne et au niveau du corps. Le corps est le messager de cela. Tu décryptes le corps, tu décryptes comment tu reçois ou comment passent ces messages, puisque tu as parlé presque de mission de vie ou je sais pas ce que tu as évoqué, mais c'était comment ces messages passent parce que soit ça dénoue des choses, soit ça t'informe sur ta destinée ou... Le corps, la matière, c'est elle qui transmet les messages à l'être. Comment ? Et à la personne à travers les manifestations, des inconforts, des douleurs, des maladies, des blessures, des accidents. Comment tu décryptes ces inconforts, ces blessures, ces accidents ? Comment tu sais de quoi ils sont porteurs ? Il y a une grille de lecture sur le corps qui fait que nous sommes composés de deux énergies, une yin et une yang, que nous allons interpréter dans leur symbolique, donc qui vont placer la personne en résonance avec des aspects spécifiques de sa vie, relation père, relation mère, énergie yang, énergie yin, avec tout ce qui découle de cela. Et puis en même temps, le corps est le livre sur lequel s'inscrit de manière périodique, et je dirais même chronologique, tout ce que la personne vit et expérimente. Et donc il nous suffit, nous, de regarder quelles sont les parties du corps qui sont en train de parler de manière douloureuse, de manière blessée, de manière maladive, pour pouvoir faire des liens avec les espaces-temps de la vie avec lesquels le présent entre en résonance, le présent dans lequel la personne est en difficulté. Parce que j'entends deux dimensions. Il y a... J'aimerais bien avoir un exemple. Un petit exemple tout simple. Par exemple, le pied et la cheville correspondent à la petite enfance, la vie intra-utérine, le nourrisson et le petit au moment où il se redresse et où il commence à marcher. Tu peux avoir par exemple 50 ans, 60 ans et avoir eu dans ta vie des entorses à répétition ou peut-être pas et tout d'un coup tu te fais une méga entorse. On va déjà regarder quel est le pied. Est-ce que le pied droit? Est-ce que c'est le pied gauche? Par exemple, qu'est-ce que ça donne comme information, que ce soit le pied droit ou le pied gauche? Si c'est le pied droit, c'est l'énergie yang. C'est-à-dire c'est une énergie d'autorité. C'est une énergie qui peut être paternelle. C'est une énergie qui peut aussi effectivement être paternelle ou yang, mais qui peut avoir été induite par une personne autre que le père, que le papa. Mais en attendant, dans la symbolique, on est dans cette dynamique-là. Il va y avoir aussi, dans ce pied, certainement aussi des mémoires transgénérationnelles, ce qui a été transmis. À supposer, aujourd'hui, je me fracture la cheville droite. Voilà, on va supposer cela. Bien sûr, quelque chose vient de se passer dans ma vie du présent. L'accident vient de se manifester ici et maintenant. La fracture, c'est une coupure, c'est une séparation. Je suis en train de me séparer de quelque chose de structurel qui appartient à cette époque-là de ma vie. C'est-à-dire la petite enfance. Pourquoi c'est lié à la petite enfance? Pourquoi c'est la cheville qui est liée à la petite enfance? Absolument, tout à fait. C'est pour ça que je te dis... si c'était le poignet, ce serait lié à une autre partie de ma vie? Alors, la cheville, c'est la petite enfance dans l'inconscient. Alors que lorsqu'on aborde les mains et les poignets, on est également dans la petite enfance, mais là, on est dans des empreintes psychiques. En bas du corps, je ne peux pas savoir
qu'est-ce qui est inscrit là? Je ne peux pas m'en souvenir. C'est l'inconscient. C'est le transgénérationnel. Dans la partie haute du corps, même si je ne me souviens pas dans l'instant, il y a quand même dans mon psychisme quelque chose qui est inscrit et qui va me permettre de le recontacter à un moment ou à un autre, grâce à un événement du présent qui va venir entrer en résonance et qui va faire miroir et qui va devenir le révélateur. Et c'est quand même, par exemple, une cheville cassée, donc c'est un accident. C'est étonnant de penser que, donc un accident, quelque chose qui peut être indépendant de notre volonté, viendrait sur une partie du corps qui traduit quelque chose d'inconscient ou de transgénérationnel. Absolument. Comment mettre des mots là-dessus et comment expliquer que ça pourrait fonctionner comme ça? Ça paraît en dehors de notre volonté, justement, même inconsciente. Justement, ça échappe à notre volonté consciente, mais en fait, le subconscient, c'est le gardien de tout ce qui n'est pas résolu. Ça veut dire qu'on choisit nos accidents d'une certaine manière. Inconsciemment, oui. C'est-à-dire que l'accident va être presque une bénédiction pour permettre de résoudre quelque chose qui ne peut pas se résoudre de manière volontaire et consciente. Il y a un phénomène d'aimant qui se produit. Le subconscient attire à lui des événements qui sont dans la résonance de ce qui est inscrit en lui, afin que nous en prenions conscience et que nous puissions justement avancer, franchir des étapes grâce à cela. Et pourtant, il y a des événements dans nos vies dont on prend conscience, et là je vais dans le même sens, mais on prend conscience de certaines choses et c'est pas parce qu'on en a conscience que ça ne se reproduit pas ou que ça ne vient pas encore être taquiné. Tout à fait. Ce n'est pas parce que nous savons les choses, c'est pas parce que nous avons connaissance des choses que pour autant elles sont résolues. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Nous avons la connaissance d'un schéma qui nous habite. Oui. Par contre, nous ne sommes pas allés soigner, guérir le point d'origine. Comment on le soigne? Qui nous appartient en propre. Eh bien, c'est aller rencontrer la partie de nous qui est porteuse de cette dynamique sur laquelle nous nous cassons le nez régulièrement, qui vient nous reprovoquer, qui vient nous mettre en difficulté, etc. Tant que nous n'aurons pas accepté de reconnaître que cette dynamique qui est mise en scène par la vie, par les autres, par les situations, tant que nous n'aurons pas reconnu qu'elle nous appartient en propre, c'est-à-dire que déjà elle est inscrite en nous de cette manière-là, eh bien la chose va se répéter, parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose à transformer à l'intérieur de nous. Alors déjà, accepter que ça puisse nous appartenir, ce n'est pas une petite affaire, parce que globalement, nous avons la manie et l'habitude d'aller projeter sur l'entourage et sur l'événement la responsabilité de ce qui vient nous percuter, nous déranger, nous faire mal, etc. Alors qu'en réalité, nous l'attirons, mais nous ne le savons pas. Donc déjà, accepter que ça puisse être nous-mêmes qui attirons cela par phénomène de résonance ou de miroir, pour ensuite accepter d'aller regarder cela dans sa nature profonde et s'apercevoir que là, il y a un nœud qui fait que soit dans notre manière de considérer, soit dans notre manière d'interpréter, soit dans notre manière de mettre en œuvre un certain aspect de la vie, nous sommes en dissonance, nous sommes en distorsion. Et c'est pour ça que la matière, le corps, va le manifester. Parce qu'en fait, si l'être humain était en parfaite résonance avec, je dirais, l'être qu'il est, c'est-à-dire sa vérité profonde, les énergies couleraient de manière totalement fluide et libre dans son corps, et il ne véhiculerait, il ne vivrait jamais aucun inconfort, aucune douleur, aucune maladie. Parce que, voilà, ce serait fluide, tout simplement. Mais si nous vivons des distorsions, et si nous venons
vivre une expérience humaine. C'est justement pour prendre conscience et connaissance de ça, pour pouvoir procéder à la transformation de ça, pour que ça devienne fluide, que ça devienne lumineux, que ça devienne transparent, de soi à soi en tout premier lieu, pour que ça puisse le devenir en résonance et en échange avec le monde. C'est une énorme étape. Et c'est ça qui est extrêmement exigeant. C'est de pouvoir aller rencontrer cela, se dire oui, je porte en moi une empreinte qui n'est pas fluide, qui n'est pas transparente, qui n'est pas juste dans le bon terme de l'amour de soi, l'amour de la vie, je dirais l'amour inconditionnel, celui qui ne juge pas, celui qui ne condamne pas, celui qui ne compare pas, celui qui est dans l'accueil, dans l'acceptation des choses et qui va accepter de reconnaître qu'est-ce qui m'appartient, comment ça se comporte, ça, aller rencontrer la dissonance pour pouvoir rectifier en soi, de soi, à soi, ce qui n'est pas juste et qui va créer problème dans la libre circulation d'énergie et qui fait que la partie du corps qui est en résonance avec cela va exprimer un malaise, une douleur, une maladie, un accident pour attirer notre attention à nous, la personne que nous sommes, pour nous dire regarde là, dans cet aspect de ta vie, il se passe quelque chose que tu as à prendre en considération. Je suis vraiment étonnée parce que tu viens des Ardennes, c'est ça? Oui, je suis née dans le haut des Ardennes. Donc, et t'as dit que t'es une Champardaise. Champardenaise. Une Champardenaise. Oui, parce que c'est la région Champardaine. Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne. Voilà. Je suis étonnée, alors sans réduire ce que tu es en train de me dire, tu as quand même tu as un vocabulaire et une façon d'exprimer les choses qui pourrait se rattacher, tu parles du yin et du yang, de culturellement, qui vient pas du tout de la Champagne-Ardenne. Bien sûr que non. Comment t'en es et puis même en France, où on est dans un pays très cartésien, ton discours doit être parfois faire grincer des dents, quoi. Et comment t'en es arrivé là? Comment t'en es en venant des Ardennes, quoi, où je pense les gens sont assez proches de la terre. C'est justement. Comment, qu'est-ce qui t'a amené là? Ma vie, l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie qui, dès le départ, dès le point d'origine, m'a invitée à être en résonance avec moi-même. C'est des épreuves, tu veux dire, ou des... Oui, tout à fait. Ce sont des épreuves. J'ai un parcours de vie. Mais ça a cassé, parce qu'on nous inculque plein de croyances sur ce qu'est la vie, là où on est. Donc je suppose que tu es née dans une famille qui n'avait pas qui était aux antipodes peut-être de ce qu'aujourd'hui tu transmets. Il y avait déjà ces graines-là dans ta famille. Je dirais j'ai la chance, quelque part, de ne pas connaître mes origines. Ah. Et certainement grâce à ça, justement, j'ai pu aller chercher les choses au-delà de cela, dès ma plus tendre enfance. Ce qui fait qu'effectivement, étant dans les Ardennes, comme tu le dis, très proche de la terre, j'ai toujours été très proche de la nature et de tous les éléments. Et je dirais en relation avec le subtil de la vie. Et j'ai développé... j'ai toujours eu une compréhension particulière de la vie, sachant que les choses sont justes et ont du sens par rapport à soi-même. Donc effectivement, j'ai eu un parcours de vie qui n'a pas été facile, pas confortable, bien que j'ai eu beaucoup de chance aussi, puisque je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui et qui véritablement est une nourriture intérieure à la fois pour moi et que je partage, que j'ai la chance de pouvoir partager, mais c'est ma vie qui m'a amenée à cela. Très tôt, j'ai été confrontée aux difficultés presque de survie. Après, j'ai été confrontée à toutes les difficultés de décès alentour de moi, de maladies graves, etc.,
que j'ai accompagné pendant des années, mais c'était tout à fait naturel pour moi, c'était tout à fait normal. Justement, ça ne m'a pas posé de problème. Dans ce naturel, donc enfant, quand tu dis que tu avais déjà accès au subtil, ça se concrétisait comment? Qu'est-ce que... La relation d'amour à toute chose. Voilà. Parce qu'en fait, l'amour est la clé de communication avec tout. N'importe quel aspect de la vie, n'importe quelle forme de vie. Mais c'était pas conscientisé, c'était une expérience. C'était conscient, cet amour. D'accord. Cet amour, pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité de communiquer que comme cela. Peut-être que tu avais une vie quand même difficile dès l'enfance. Oui. Et que tu étais quand même dans l'amour. Oui, tout à fait. J'étais connectée à un certain amour qui faisait que je développais une relation particulière avec la nature, avec mon chat, avec les animaux, avec le ciel, la beauté du ciel, la beauté des éléments. Oui, j'avais une relation d'amour. Et tout à l'heure, tu disais que mon discours pouvait être dérangeant. Je ne sais pas s'il est dérangeant, mais je sais que lorsqu'il est dit avec amour et que lorsque les mots sont choisis dans l'amour, il peut être très rassurant parce qu'il donne du sens à la vie. Et il donne du sens à ce qui semble être quelquefois complètement incompréhensible, voire même quelquefois inacceptable. Et l'essentiel, c'est cela, puisque c'est ce qui permet à chacun de pouvoir reprendre sa vie en main et de pouvoir se replacer dans sa dignité et pouvoir avancer en se disant que oui, tout ça, ça rime à quelque chose et il y a quelque chose de positif à la clé. Son propre épanouissement, sa propre réalisation, et puis tout ce qui est possible de se partager. Et tu n'as jamais douté, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de violence, d'inconscience. D'ignorance. Voilà, c'est ça, ouais. D'ignorance. Ouais. Tu n'as jamais douté ou comment tu restes connecté à l'amour dans un monde qui peut être violent? Vu que en plus tu l'as vécu jeune, donc tout à fait. Surtout jeune, on a très peu. L'adulte est un peu la vérité, donc pour tenir la barre quand on est enfant et qu'on vit des violences, c'est difficile de ne pas douter. L'adulte n'est pas la vérité. L'adulte se montre et veut faire croire qu'il est la vérité. Mais l'enfant sait que ce n'est pas vrai. Et tous les enfants le perçoivent. Et là, c'est là que les adultes, il ne faut pas qu'ils se leurrent et qu'ils se racontent d'histoires. Les enfants savent lorsque l'adulte n'est pas dans la vérité. C'est pour ça que les enfants réclament la vérité vraie. Ils ne veulent pas la vérité, eux, ils veulent la vérité vraie, les enfants. Incroyable. Et cette discipline, donc tu peux prononcer le mot. Le Kitaoming. Le Kitaoming. Oui. D'où ça vient et comment c'est arrivé dans ton périmètre? Je dirais par miracle, comme toutes les choses de ma vie. Parce que malgré toutes les difficultés, les choses se sont enchaînées dans ma vie de manière vraiment très très fluide. J'ai toujours eu sur ma route des êtres qui étaient en résonance avec qui je suis dans mes profondeurs. Et j'ai fait des études de naturopathie. Après avoir tellement accompagné de gens en souffrance et en difficulté, un beau jour, je me suis quand même fatiguée un peu. Et pour refaire ma propre santé, j'ai utilisé la naturo. Et quand j'ai vu comment ça marchait à merveille, je me suis dit, mais si ça marche pour toi, ça marche pour tout le monde. Et là, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de rencontrer Monsieur Marchesso, qui est le père de la naturopathie en France. Et qui, lui, avait mis en place une école de naturopathie spiritualiste, c'est-à-dire qui, lui, déjà englobait l'être dans
dans sa globalité, sur tous les plans, du plan le plus concret au niveau de la biologie, de la matière, de la vie de la cellule, jusqu'au plan de l'âme et de l'évolution de l'être humain sur les plans spirituels. Donc dès le départ, je me suis retrouvée avec quelqu'un d'extraordinaire. Donc j'ai fait mes études de naturo, et puis à la fin de la naturopathie, j'avais dans ma tête le mot énergie qui tournait. Pourquoi, mon Dieu, la vie va me le dire? Et en fait, elle me l'a dit très rapidement, puisque aussitôt, je suis allée dans une librairie où j'allais toujours chercher mes ouvrages, où j'étais toujours en train de rechercher autre chose. Et une dame est venue vers moi, m'a donné un petit papier avec un numéro de téléphone et m'a dit « Oh, je crois que ça va vous intéresser. » Je suis rentrée chez moi instantanément, j'ai fait ce numéro et on m'attendait. Un monsieur m'attendait, la personne qui a mis le Kitaoming en place. C'est monsieur Alain Lefebvre. Donc c'est un Français? C'est un Français, c'est un homme qui était sur Reims. Mais c'est pas un mot français, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que l'origine est reliée au shiatsu. Ouais, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça a de différent du shiatsu, du coup? C'est travailler tout en douceur. Parce que le shiatsu est quand même une technique assez rude. Hein, on vient provoquer le corps, mais ça ne correspond pas à l'occidental que nous sommes. Donc tout a été restructuré pour pouvoir être reçu à la fois par le corps de l'occidental, c'est-à-dire nous avons besoin de douceur, nous n'avons pas besoin d'être provoqués, nous le sommes assez par la vie. La psychologie de l'occidental, et puis la manière de vivre de l'occidental. Et oui, nous ne sommes pas des Asiatiques, et nous n'avons pas la même philosophie, pas la même manière de penser, etc. Donc tout ça, ça a été remis, je dirais, au goût de l'occidental. Et justement, ça a été structuré pour permettre à l'humain de faire ce passage de changement de conscience dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui fait que nous sommes invités à revenir chacun vers nous-mêmes pour permettre à l'humanité d'entrer dans une ère nouvelle qui est l'ère du Verseau et qui nous invite à redécouvrir à la fois en soi l'amour, mais le vrai, celui-là, pas celui qui, sous condition, mais celui qu'on va pouvoir se donner et qu'on va pouvoir partager avec les autres sans y mettre de limites, de barrières, et qui va permettre à chacun de pouvoir vivre, être vivant. Mais du coup, comment on accède à ce vrai amour? Puisqu'en fait, on a une image de l'amour conditionnel. C'est un travail de longue haleine ou il y a des clés essentielles ou... C'est quand même un travail de longue haleine de soi à soi, parce que c'est un travail de prise de conscience afin de pouvoir admettre que malgré tout ce qui se passe, qui vient nous choquer, nous déranger, nous perturber, nous faire mal, être quelquefois extrêmement violent, je dirais même inhumain, que derrière cela, la mise en scène, le maître du jeu, c'est l'amour. Parce que cet amour, qui est un amour, comme je disais tout à l'heure, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne compare pas, est l'élément qui soutient toute vie et qui devient le révélateur de tout ce qui n'est pas lui. Et c'est comme ça qu'en arrière-plan de tout ce qui se passe et qui nous dérange tant, et qui nous fait tant de peine et que nous avons du mal à regarder, à entendre, à admettre que ce soit possible, l'amour est le ferment qui vient brasser les profondeurs pour faire émerger tout ce qui n'est pas amour et qui se montre à nous et qui nous dérange tant, qui nous fait tant mal et qui nous ferait croire que l'amour n'existe pas. Parce qu'on parlait tout à l'heure à table que même quand on tire avec sa Kalachnikov, ce qu'il y a de sous-jacent, c'est l'amour. Oui. Mais justement, donc comment vivre, parce que je comprends de vivre cet amour inconditionnel. Tenter de le vivre. Oui, on est bien d'accord. Soyons... C'est clair. Soyons humains et gardons les pieds sur terre.
Euh, Ouais, mais en fait, en posant la question, j'entends la réponse. Donc ça me perturbe un parfait. peu. Ma tête, je sais pas si c'est le champagne qui fait cet effet-là. Peut-être les bulles, ce sont les bulles. Voilà, ça monte direct. Mais c'est vrai que on se retrouve dans des situations, je pense aux dépendants affectifs, par exemple, qui se retrouvent, qui sont toujours dans cette quête d'amour et qui se donnent entièrement et sont entre guillemets abusés. Mais c'est vrai qu'on en a parlé avant, ce qui vient à nous et aussi pour révéler quelque chose de exact. nous. Donc, oui, comment vivre cet amour, des fois, dans un monde où on se sent trompé et abusé, quoi. Je crois que si nous nous sentons trompés et abusés, c'est parce que nous nous trompons et nous nous abusons nous-mêmes dans une insuffisance de clarté de soi à soi. C'est à aller rencontrer en soi. Se passe autour de nous ce que nous permettons aussi qu'il se passe. Et si nous n'avons pas suffisamment de puissance en nous pour pouvoir avoir suffisamment de respect de nous-mêmes, nous allons permettre à des jeux multiples et variés de se mettre en place autour de nous, et ce sont les autres qui vont mettre ça en scène. Partout où nous concédons, partout où nous faisons des compromis, partout où nous renions un aspect de nous-mêmes, il va y avoir obligatoirement de l'autre côté abus, profit. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, mais la partie la plus délicate, c'est d'aller rencontrer que je suis à l'origine de cela. Où est-ce que je n'ai pas été vigilante par rapport à moi-même ? Quel est cet aspect de moi que je ne connaissais pas encore ou par rapport auquel je n'avais pas suffisamment prêté attention et qui permet que certaines choses se manifestent dans ma vie et que d'autres aient certaines attitudes particulières qui sont dérangeantes, mais pour me montrer que quelque part, il y a un aspect de moi qui n'est pas ajusté, qui n'est pas dans l'amour, c'est-à-dire qui n'est pas dans ce qui est juste et bon pour moi, mais aussi sans nuire à mon entourage. Voilà. C'est tout un programme. Hein. Ouais, ça demande une grande responsabilisation. Oui. Parce que... oui. Est-ce que certains doivent on dirait, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je ne fais que répéter, que c'est culpabilisant. Non. Non, justement, j'ai envie de dire que tout l'art, c'est de pouvoir aborder les choses justement dans un amour, d'une certaine manière qui permette à la personne, non pas de culpabiliser, mais de se sentir grandir dans la connaissance d'elle-même. Parce que enfin, elle peut faire quelque chose pour elle-même. La plus grande difficulté de l'humain, c'est de se croire toujours en impuissance et de penser qu'il doit subir et qu'il doit se soumettre. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas que la clé qui peut lui permettre de ne pas subir et de ne pas se soumettre, elle est à l'intérieur de lui. Mais lorsque chacun découvre que c'est en soi que se trouve la clé qui va permettre de débloquer cela, la personne n'est pas dans la culpabilité, la personne est heureuse, elle se dit « Ah, enfin, non seulement je vais pouvoir faire quelque chose pour moi, mais en même temps je vais pouvoir faire quelque chose pour le monde qui m'entoure. » Puisque si moi je ne joue plus ce jeu-là, je vais inviter d'autres à ne plus jouer à cela non plus. Et c'est ainsi qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose pour nous-mêmes, nous le faisons pour tous, puisque quelque part le phénomène de résonance, vous avez entendu parler de l'aile de papillon qui bouge. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un va pouvoir clarifier un aspect de lui-même, tous les êtres qui sont porteurs de la même problématique vont se trouver être éclairés en même temps, par voie justement de résonance. Ce qui fait que là, il y a un phénomène d'appartenance. Nous ne sommes plus dans un individualisme, nous sommes dans une conscience collective, une appartenance à un groupe qui s'appelle l'humanité, et dont chaque humain est une cellule en fait. On pourrait dire que l'humanité c'est un grand corps. Il y a quelqu'un qui a parlé du grand corps malade. On pourrait l'entendre comme ça. Et chaque humain est une cellule de ce grand corps. Et la conscience qui se clarifie
au cœur de chaque cellule, va entrer en résonance et va rayonner, et va s'offrir à toutes les cellules alentour. Et l'esprit du Ketaoming, c'est cela justement, puisque dans la philosophie du Tao, il est dit que l'homme qui vient sur Terre est porteur de responsabilité. La Terre lui a été confiée ainsi que toute vie, et qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait de cela? C'est lui qui en fait le choix. Comment va-t-il considérer? Comment va-t-il se considérer? Comment va-t-il considérer les choses autour de lui? Et de quelle manière va-t-il se comporter en face de cela? Et oui, il y a une notion de responsabilité, mais pas de culpabilité. Être responsable, c'est pouvoir se placer dans sa verticalité. La culpabilité fait courber l'échine. Alors que la responsabilité aide la personne à se redresser. Enfin, je peux faire quelque chose. Enfin, j'ai une raison d'être là. Enfin, tout ça, ça a du sens. Enfin, enfin, enfin. J'ai une raison d'être. Je me pose la question de quelle est ta relation à la mort, du coup? Puisque tu donnes autant de sens à la vie, à cette progression, à cette résolution, je ne sais pas, ou de... qu'est-ce que ça veut dire sur ta vision de la mort? La mort est un passage. Nous sommes tout le temps en train de mourir. Si nous acceptons ce jeu de la vie qui nous invite à nous transformer en permanence, nous sommes tout le temps en train de mourir à quelque chose, c'est-à-dire de renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. De toujours renouveler en fait, et de toujours plus clair, de toujours plus large, de plus en plus léger et de plus en plus... Tu n'as jamais eu peur de la mort, par exemple? Non, je ne vois pas... La dissolution de ta personnalité, ça de ton corps, n'est jamais quelque chose qui t'a effrayé? Non. La matière appartient à la matière. En tant qu'âme, j'appartiens à l'éternité. Donc si on a une âme, tu as toujours été consciente de l'existence de ton âme, qui est en fin de compte indépendante. Sa vie est indépendante de la matière. Non, sa vie est intrinsèquement liée à la matière, le temps qu'elle a quelque chose à y expérimenter et à y vivre. Peut-être que dans mon enfance et lorsque j'étais jeune, je n'ai pas posé le mot d'âme, mais c'était peut-être ce que j'appellerais aujourd'hui le témoin. Voilà, le témoin. Le témoin qui est là, qui observe, qui écoute, qui regarde, et qui fait que, voilà, c'est ainsi. C'est ainsi. Et la matière, effectivement, à partir du moment où mon âme aura terminé l'expérience qu'elle est venue vivre, elle va se retirer. Nous allons ensemble quitter ce corps. Nous n'avons plus besoin de ce véhicule. Quand je parle de cela avec les personnes que je rencontre, je leur parle toujours de leur voiture. C'est un véhicule, le corps physique est le véhicule de l'âme. Nous l'empruntons pour faire un certain voyage. Quand le voyage est terminé, et lorsque le corps est fatigué, comme un véhicule, nous le quittons. Et puis nous continuons notre vie. Parce que la vie, c'est la conscience. Et c'est la conscience qui habite la matière. Mais la matière, elle va retourner à l'essence même de qui elle est, matière, poussière. Ça a été dit dans bien des écrits. Je l'invente pas, mais c'est vrai que c'est tout à fait, pour moi c'est tout à fait naturel. Je vais finir avec la question fil rouge de mon blog, qui est un blog sur le bonheur. Oui, le bonheur, monsieur chat. Le bonheur. Le chat est d'accord, il approuve. Ouais. Vas-y, enfin, la question sur le bonheur. J'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce qui est important pour vivre une bonne vie, une vie heureuse?
Quel est peut-être l'apprentissage le plus important que tu aies fait de ta vie ou la chose la plus importante pour être heureux? De pouvoir se rencontrer soi. Parce que quiconque ne se rencontre pas ne peut pas rencontrer le bonheur et la joie d'être. C'est-à-dire dans un minimum de dépendance de tout ce qui se passe autour de soi. Tout un programme. Oui, qui n'est jamais fini, dit-on. Et la vie le prouve à chaque instant et jour après jour. En fait, c'est retourner vers le bonheur que de pouvoir clarifier tous les aspects de soi et pouvoir se rencontrer dans une échelle d'éternité intérieure. Oh. Quand même, ce n'est pas rien. C'est poser beaucoup de légèreté dans sa vie, même si ce n'est pas toujours facile ni évident, et que les événements et tout ce qui se passe autour de nous aurait tendance à venir nous prouver le contraire. Quand même, l'amour est le maître mot. On va finir sur ce maître mot du coup. On termine sur ce maître mot. Je te remercie Dominique d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment de m'avoir écoutée. Thank you.